Donc, je suis Rajiv, je suis chez Abil depuis 2016. J'ai commencé chez France Télévisions, c'était ma première mission chez Abil, qui a duré 3 ans. Et depuis 2019, je suis chez... Non, j'ai dit une bêtise. J'étais chez France Télévisions et maintenant je suis chez Radio France. Chez France Télévisions, j'étais sur le player, donc c'était sur de la libre. Et chez Radio France, c'est sur une application. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite introduction fonctionnelle sur le langage Swift. Alors Swift, même si je sais, il y a la plupart d'entre vous, vous êtes des développeurs web, la syntaxe ressemble beaucoup à du C ou du JavaScript ou à du Java, donc tout le monde va s'y retrouver, c'est lisible par tout le monde. Du coup, sans plus tarder, on va commencer. Juste si vous voulez creuser encore plus après cette présentation, il y a ce videocast pointfree.co où les deux hosts, donc Brandon Williams et Stephen Sellis, ils vont vraiment, euh, ils décortiquent le langage et ils mettent en avant le côté fonctionnel du langage. Et après, pour aller encore plus loin, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil au langage Haskell, PureScript et Elm. Moi, quand Swift est sorti, je connaissais rien sur la programmation fonctionnelle, mais j'ai entendu parler des core members de Swift qu'ils se sont inspirés de Haskell, de PureScript et de Elm. Du coup, je me suis intéressé un peu, donc j'apprends en ce moment même du Haskell. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Donc, du coup, pour écrire un programme en Swift, ce qu'il nous faudra, c'est d'avoir une façon de représenter des données. Donc, on peut appeler ça des types ou des structures selon aux terminologies auxquelles vous êtes habitué. Donc, il faut représenter de la donnée. Et Swift nous offre plusieurs manières de représenter de la donnée via des enums, des structs ou des classes. Alors, les classes, on connaît tous parce qu'on est tous familiers avec la programmation orientée objet. Les structs, c'est presque la même chose. La seule différence entre les structs et les classes, c'est que les structs sont des types qui sont passés par valeur, donc par copie. Les classes sont par contre, eux, passés par référence. Donc une variable qui référence une certaine partie de la mémoire. Si on passe à une fonction, c'est vraiment la référence vers cette partie de la mémoire. Si la fonction qui prend cette variable modifie cet objet, euh, les répercussions, enfin tous les objets qui sont intéressés par ce paramètre vont voir les changements. Par contre, la structure, c'est par copie, donc chacun a sa propre copie et modifie, et les changements ne sont pas répercutés pour tous les autres. Les enums, c'est une façon de représenter de la donnée un peu différente, et c'est ce qu'on va explorer. Mais une fois qu'on peut représenter les données, il faut manipuler ces données pour écrire du code, des programmes. Et pour manipuler les données, donc sans surprise, c'est des fonctions. Euh, alors, je fais une petite différence entre les fonctions, ce qu'on va appeler fonctions et méthode. Une méthode, c'est plus une procédure donc, qui est définie dans le scope d'une classe ou d'un type. Donc, une méthode va la plupart du temps modifier l'état d'une instance d'une classe ou d'un enum. Par contre, des fonctions, on va dire, on va les déclarer dans le scope global. Alors, je sais, ça fait peur, déclarer des fonctions dans le scope global, mais les fonctions seront pures donc, dans le scope global et donc il n'y aura pas de side effect et on va y revenir plus tard dans la présentation. Donc, les enums, ça c'est la syntaxe d'un enum. Chaque case, alors en C aussi, je sais qu'il y a des enums, mais c'est plus ou moins la même chose, à une différence que ici, on va leverage le type system de Swift pour rendre ça encore plus robuste. Chaque case, vous pouvez le considérer comme une fonction statique sur un type. Par exemple, le singleton, lui, euh, alors pardon, on reste ici. Donc ça, j'ai essayé de mettre toutes les façons possibles de déclarer un enum. Là, j'ai un enum générique. Alors l'enum, je l'ai appelé enum. Donc le case singleton, c'est où il n'y a pas de valeur associée. Donc imaginez, c'est juste une fonction qui retourne un objet type enum, mais c'est tout. Il n'y a pas d'objet associé, il n'y a pas d'information associée. Le booléen, celui-là, il a une valeur associée, donc des types booléens. Donc ce qui veut dire
je peux avoir un let enum égale enum point et je fais booléen et je peux passer ici soit true ou alors false. Donc, ce que je vous propose, c'est la façon d'étudier l'enum, c'est on va compter le nombre d'instances possibles pour un enum. Donc, prenons le cas de cet enum. Alors, le nombre d'instances, ça s'appelle la cardinalité. Et les instances, des fois, on utilise le terme habitants, les habitants d'un type ou d'un ensemble, un peu comme en maths. Donc, on va compter les habitants de cet enum. Donc, comme je vous ai dit, le singleton contribue à une seule instance, donc zéro valeur associée. Donc, lui, sa contribution sera juste de 1, parce qu'il n'y a pas d'autres choses associées, d'autres informations associées. Par contre, pour le cas booléen, on peut avoir un booléen true, comme je vous ai dit, ou alors false. Et donc, le nombre d'instances qui provient de cette case sera 2. Donc ça, c'est le nombre d'instances. Pour le type int, alors je sais, ça dépend des machines, vous allez me dire, mais on va le représenter d'une manière symbolique. Pour les entiers, on va dire, c'est le nombre d'entiers qu'il y a dans les types entiers. Donc du coup, par addition, on va se rendre compte que le nombre d'instances possibles de notre type enum, c'est 1 plus 2 plus le nombre de int. Pas plus. Même pas une instance en plus. Ce qui change des enums en C où il y a des entiers qui back les enums. Et là, on peut, même si pour nous, on va définir quelques cases, on pourra aussi, quand même interpréter ça comme toute la plage toutes les entiers possibles. Ça, c'est la différence. Du coup, si on prend cette expression qui est ici, on essaie de la traduire en algèbre booléen, je remets la correspondance entre les cases. L'opérateur plus correspond à l'opérateur ou en algèbre de Boole. Et là, ça devient intéressant parce que si on lit cette ligne, on va dire notre enum, c'est soit un singleton ou c'est un booléen ou c'est un entier. Et ça, c'est très puissant comme abstraction parce que ainsi, on peut limiter des états qui sont généralement pas voulus ou euh, impossibles dans le business logic de notre application. Quelques exemples avant de prendre enfin quelques exemples des enums avant de prendre un exemple d'application. Donc un enum never, ça c'est l'enum où il n'y a pas de case, pas d'instance. Alors c'est utile. C'est utile pour représenter, par exemple, imaginons vous avez un enum où vous voulez représenter un cas de succès. Vous faites un appel réseau et en réponse, soit vous avez un succès ou soit vous avez un échec. Donc success ou erreur. Donc là, ça fait sens d'avoir deux cas. Mais imaginons vous êtes en train de créer une date. Alors une date, elle va forcément réussir. Et du coup, dans le cas erreur, il ne peut pas y avoir des erreurs. Du coup, vous représentez ça avec le case never. Donc zéro valeur associée. Et ça, c'est pris en compte par le type system. C'est du suff valide de représenter des choses avec never. Le booléen, on connaît tous, donc il peut y avoir que deux habitants, donc true et false. Et le tree, ça c'est juste un type que j'ai mis ici, juste familiarisez-vous, parce qu'on va l'utiliser plus tard. Donc, on peut résumer, on peut représenter n'importe quel enum en Swift avec juste ce type either. Parce que imaginons, on a les directions, ou alors essayons de représenter le tri. Donc on peut dire le tri, si on le représente, c'est either. Alors je vais pas tout écrire parce que là je suis en train d'écrire du code à la main. On peut dire le case left one, ça c'est le 1, enfin in, mais one. On peut avoir un case right. Et là aussi, on va prendre un autre either et on va faire donc un B ou un C. Donc, ce que je veux montrer par là, c'est qu'avec
juste ce type either, on peut représenter n'importe quel enum en Swift. Alors ça, c'est juste la théorie. On ne fait pas ça pour du code en production, mais comme là, c'est une introduction, je voulais juste voilà, résumer tous les enums via ce type. Et si on compte, c'est évidemment le nombre d'habitants dans A et le nombre d'habitants en B. Alors, voilà un exemple d'application. On va essayer de représenter une pile avec un enum. Alors, si on oublie le code pour un moment, on dit, c'est quoi une pile? Une pile, elle est soit vide, il y a un élément suivi d'une autre pile en dessous. Une pile, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est imaginez une pile de post-it. Donc, elle peut être vide ou alors il y a un post-it dessus et suivi d'une autre pile. Donc, le case vide, c'est le empty. Le case où il y a un élément, donc voilà, j'ai un post-it suivi d'une autre pile. Je m'en fous de ce qu'il y a. Cette pile-là, elle peut être vide ou alors contient des éléments. Mais voilà, j'ai déclaré qu'une stack va être représentée de cette manière. Et du coup, les opérations courantes qu'on peut faire, donc on peut poser, enfin, on peut push un élément sur un stack. Tout ce qu'on a à faire, on recrée une autre instance, donc on utilise ce constructeur, et on va dire, on va prendre l'élément qui est passé, le nouveau élément, et, et on va l'append d'une certaine manière sur la pile existante. Pour enlever une pile, et on va pattern matcher, on va voir quelle est la forme de la pile qu'on a. Donc si la pile est vide, ben je sais que je ne peux rien retourner. Donc je retourne la pile elle-même, donc le truc vide. Si il y a j'ai un head, le head c'est le premier élément, et le tail c'est la pile qui reste. Donc je déstructure et je dis voilà, ça c'est l'élément et ça c'est le tail. Ça c'est un pop. Pour le pic, pareil, donc ça ressemble un peu à ça, mais sauf que il n'y a pas de mutation qui est faite. Donc je retourne juste le head. Alors map c'est aussi une fonction qu'on voit souvent dans beaucoup de langages aujourd'hui. Donc maps, ce qui veut dire, c'est que si on a une structure qui est générique euh, sur quelque chose, donc ici A, et si je peux transformer un A en un B, donc je peux transformer une pile de A en une pile de B. Et ça c'est un concept qui est très générique, qui est très universel. Ça s'applique aussi pour vous pouvez remplacer votre stack ici par un array et ça marcherait. Et les seules règles qu'il faut respecter, c'est que un map de F suivi d'un map de G, c'est équivalent à un map de F suivi de G. Donc ça se compose et aussi il faut respecter l'identité. C'est-à-dire si ma fonction f c'est l'identité, c'est-à-dire je fais rien avec mon a, je retourne juste je prends un a, je le retourne. Il faut que ça respecte ça aussi. Donc map id c'est équivalent à id. Ça c'est deux lois. Donc voilà. Donc pour mapper, qu'est-ce qu'on fait? On fait pareil la même chose du pattern matching. Si ma pile elle est vide, je retourne rien, donc il n'y a rien à transformer. Par contre, si ma pile contient un head, bien élément, je transforme cet élément en premier. Ensuite, récursivement, je refais un map de f sur le reste de la pile. Donc, pour résumer l'outil enum, c'est le nombre d'habitants. Pour compter le nombre d'habitants, on ajoute les valeurs associées de chaque case. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi les sum types. Donc, c'est une somme. Et la correspondance en algèbre, c'est l'opérateur ou. Ensuite, pour la structure. La structure, c'est comme les classes. Donc là, c'est générique, donc A et B. La façon de init une structure, c'est comme ça. Juste pour cette présentation, je vais faire encore une petite simplification. Donc, j'ai fait une première simplification, c'est-à-dire on a oublié les classes pour se focaliser sur les structures. Une deuxième simplification, c'est qu'on va représenter les structures avec un tuple, un tuple.
Alors, il n'y a pas de paire de données, c'est-à-dire si on me donne un paire avec un champ A et un champ B, je peux créer un tuple. Et inversement, si j'ai un tuple, je peux passer de l'un à l'autre. Donc, il n'y a pas de paire de données, donc c'est la même chose. La seule différence, c'est que les structures, on peut les étendre, on peut ajouter des fonctionnalités sur un paire, sur une structure. Par contre, sur un tuple, on ne peut pas l'étendre. Il n'y a pas moyen de l'étendre. C'est la seule différence. Du coup, on ne perd rien en faisant cette simplification. Alors pourquoi cette simplification? Parce qu'on va utiliser un outil qu'on a tous utilisé dans les petites classes pour compter le nombre d'habitants. Donc du coup, le but de cette présentation, c'est vraiment de compter le nombre d'habitants de chaque type pour voir le comportement. Donc, quelles sont les instances possibles de ce tuple? Une première instance, c'est on peut avoir un trou et un 1. Donc il est ici. Et les autres, pareil. Et du coup, en utilisant le plan cartésien, on arrive à compter le nombre d'habitants dans une structure. Et l'opération qui nous permet de compter, c'est la multiplication. Parce que si vous voyez bien, on a une surface. Ça nous donne le nombre d'habitants sur, sur un paire. Est-ce que c'est clair? Je sais que je sais pas si quelqu'un veut réagir. Est-ce que c'est clair ou je vais trop vite ou pas, je suis pas assez clair? Allô? Bon, je continue. Cool. Notre paire qui consiste d'un booléen et d'un tri, pour compter le nombre d'instances, on n'a qu'à faire la multiplication et la correspondance de la multiplication en algèbre booléen, c'est l'opérateur et. C'est logique parce que, imaginons vous avez une classe, une personne, euh, vous avez deux champs, le nom et l'âge. C'est pas exclusif, c'est une personne a un champ, un nom et un âge. Donc, pour résumer, le nombre d'habitants d'une structure, c'est la multiplication de chaque champ, de la cardinalité de chaque champ. Et la correspondance, c'est l'opérateur et. Euh, alors, voilà. Pourquoi, si on met tout ça à l'œuvre, des fois, souvent en Swift, on a des callbacks comme ça. Imaginons, vous faites un appel réseau, vous requêtez un objet, donc requested object. Souvent, même dans les API d'Apple, parce que c'est ancien, vous allez voir que dans les callbacks, c'est requested object. Alors, la multiplication, ça veut dire c'est un optionnel, c'est-à-dire soit j'ai la valeur ou je ne l'ai pas. Donc, requested object, c'est-à-dire soit j'ai une valeur ou soit je ne l'ai pas. Donc, l'absence de valeur, on va le représenter par 1 parce que c'est l'instance qui représente l'absence de valeur. Par contre, si j'ai un requested object, c'est-à-dire j'ai bien un objet, ben, j'ai un objet, donc j'ai un R. Si on fait l'algèbre de ce type-là, hein, je suis en train de représenter ce type. Et du coup, le tuple, on a vu que c'est la multiplication. Maintenant, l'erreur. L'erreur, pareil, c'est un optionnel. Donc, c'est soit j'ai pas d'erreur, et ou alors j'ai une erreur. Le plus, c'est. Et si on développe, on peut avoir 1 fois 1. Donc, on va dire j'ai soit 1, ou alors j'ai une erreur, ou alors, euh, ou alors j'ai l'objet, ou alors j'ai. Alors, ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Soit j'ai l'objet en question et j'ai une erreur. Et on voit ici clairement que ça veut dire quoi? J'ai rien. J'ai fait une requête, j'ai même pas d'erreur, j'ai pas l'objet en question. Donc ça, c'est un état qui est impossible. Une erreur, ça fait sens. J'ai fait une requête, j'ai une erreur. Et j'ai un objet. Donc ça aussi, ça fait sens. Mais ici, on ne sait pas ce qui se passe. Donc j'ai l'objet que j'ai demandé, mais j'ai aussi une erreur.
Donc ça, comme API, c'est pas génial à utiliser. Euh, la, une, la bonne façon de représenter ça, c'est avec un result. Alors, le result, c'est, je vais l'écrire ici parce que pour ceux qui n'ont pas fait de Swift, c'est juste un case success avec, on va l'appeler S, ou alors on va l'appeler R, case failure, et ça c'est l'erreur. Et là, c'est clair que si j'ai un succès, j'ai uniquement mon objet qui est demandé. Par contre, si j'ai un failure, j'ai une erreur. Et du coup, il suffit juste d'écrire des petites expressions algébraïques pour savoir comment déterminer le type de notre API. Et ça, c'est assez nouveau. Encore un exemple. Ici, imaginons on veut représenter un écran et on veut savoir c'est quoi la résolution. Souvent, ça, c'est du code qu'on voit dans des vieux projets. Il y a des champs un peu partout. Donc, est-ce que c'est un 4K ou c'est un 8K? Le problème ici, c'est que qu'est-ce qui se passe si les deux champs sont vrais, sont true? Un écran 4K, est-ce qu'il peut être aussi un écran 8K? Donc là, il y a un conflit. Ou alors, si les deux champs sont false, et là, il y a là, on ne sait pas. Bon, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une valeur intermédiaire? Une bonne façon de l'écrire, c'est remplacer ça par un enum qui va dire soit je suis 4K ou alors je suis un écran 8K. Et pour l'écran, on va définir un vrai champ de type résolution qui, lui, sera clairement défini par le métier. Alors ça, je ne vais pas passer trop de temps parce que... Alors, je vais partager la présentation après. Vous pouvez mettre ça dans un playground Xcode en Swift et tester. Euh, par exemple, encore une fois, ça, c'est pas du code qui est utilisé en prod, mais c'est juste quand vous commencez à rédiger ou à construire vos API, vous pouvez utiliser ça. C'est juste, j'ai overloadé les opérateurs plus et, et la multiplication pour pouvoir avoir une idée de l'attente. Imaginons, vous parlez à un PO, il vous dit, voilà, cette API va te retourner euh, un champ, un string, un int et je sais pas, un float, par exemple. Donc, vous n'avez qu'à utiliser l'opérateur, la multiplication. Donc, vu qu'il a employé le mot et, vous utilisez l'opérateur correspondant et vous aurez une idée de la forme, du type que vous allez utiliser pour représenter cette valeur de retour. Par contre, s'il dit le retour, c'est sur un objet qui sera soit de ce type, ou soit de ce type, soit de ce type, et utiliser l'opérateur plus. Donc, ça, c'est à utiliser dans le playground. Voilà. Maintenant, pour les fonctions, avant de commencer, donc, comme je vous ai dit, les fonctions sont pures, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet secondaire dans les fonctions qu'on va définir. Effet secondaire par effet secondaire, on va dire il y a un état qui est partagé, un état global qui est partagé. La fonction ne va pas aller modifier cet état. Et aussi, la fonction ne dépendra pas d'un état global dans une application. La fonction ne va pas aller écrire, par exemple, dans le standard output pour faire des prints. On est en train d'appliquer un changement, un side effect, défini dans un global space. Et total, c'est-à-dire, imaginons une fonction qui prend un type booléen, par exemple, il sera défini pour la valeur true et la valeur false, pas que sur true. Des fois, on a des fonctions qui sont définies que sur true et on fait rien sur false, par exemple. Et ça, c'est interdit dans ce type de fonction. Donc, elle est totale. La forme, la syntaxe, c'est ça. Ça veut dire, j'ai une fonction qui prend un A et qui retourne un B. C'est tout, elle est simple, facile à comprendre. Et toutes les fonctions sont de cette manière. Même si des fois on voit ces types-là des fonctions qui prennent plusieurs paramètres, ben, tout ça, vous voyez ça comme l'entrée et ça la sortie. Comme je vous ai dit, une structure ou une classe, c'est équivalent à un tuple. Du coup, ça, vous pouvez très bien le remplacer par quelque chose, par un pair TU qui retourne un V. Et ça, c'est votre A. Donc, c'est tout le temps la même forme. Un A
qui retourne un B. Pareil, des fois, vous avez des fonctions qui retournent d'autres fonctions. Ben, vous mettez des parenthèses et vous simplifiez. Vous dites, voilà, c'est le premier argument. Et le B, c'est la fonction qui est retournée. Donc, si on reprend nos deux types qu'on a définis tout à l'heure, donc le booléen et le tree, et on va faire le même exercice qu'on a fait pour les nums et pour la structure. On va essayer de compter les instances possibles. Et ça, c'est très important pour avoir des fonctions qui sont vraiment bornées, qui n'ont pas une infinité d'instances. Et comment on va faire ça? Imaginons, on a cette fonction, tree de bool, donc ça prend un tree et ça retourne un booléen. On va switcher sur le tree. Donc, si c'est un 1, je retourne un true. Si c'est un 2, un true. Et un 3, un true pareil. Parce que là, pas trop de changement. Ça, c'est une première instance. C'est ce qu'on appelle une première instance d'une fonction. Maintenant, si on change, on dit une deuxième instance, c'est pour 1, je retourne true, pour 2, je retourne true, et pour 3, je retourne false. Ça, c'est une deuxième instance. Alors, il y a une technique pour compter le nombre d'instances. Si on va mettre les entrées en colonne, et pour chaque ligne, on va représenter les sorties. Donc la première instance qu'on avait au début, c'était true, true, true. Dans tous les trois cas, on avait des valeurs true. Ce que vous voyez en haut, c'est la deuxième instance, donc true, true, false. Et ainsi de suite, on continue. Finalement, c'est juste une table de vérité qu'on a établie. Et ça nous permet de compter le nombre d'instances. Et on sait dans notre code que on a la garantie qu'une fonction, elle sera valide que pour ces instances possibles. Il n'y aura pas d'autres choses un peu particulières. Et ça, c'est très bien comme outil de connaître le nombre d'instances d'exécution de notre fonction. Comme ça, on n'a pas de surprise. Et du coup, l'opérateur correspondant pour compter le nombre d'instances, c'est la puissance. C'est la sortie élevée à la puissance de l'entrée. C'est comme ça qu'on a le nombre d'instances d'une fonction. Donc ça, c'est le résumé. Il y a deux choses que je voudrais voir. Donc, on a vu A vers B, c'est la syntaxe. Si on remplace la flèche par addition, l'opérateur addition, ça nous permet de voir d'autres choses, d'autres caractéristiques de la fonction. Par exemple, on peut voir l'associativité. L'associativité, ça veut juste dire comment on va. Par exemple, là, on a une expression qui est assez complexe. On a trois types. Et c'est quelque chose qu'on a appris en maths, dans les petites classes. Si on veut calculer la valeur finale de cette expression, on peut faire soit A plus B. Et ensuite, on va faire B plus C, et on ajoute tout le reste. Mais pour les fonctions, c'est plus ou moins pareil. Ça dépend ce qu'on veut faire. Si on veut juste lire la signature, on va commencer par associer depuis la droite. C'est-à-dire, ça c'est une fonction qui prend un A et qui retourne une fonction de B vers C. C'est comme ça qu'on le lit. Par contre, l'application se fait de la gauche à la droite. C'est-à-dire, pour la lecture, je reprends. Pour la lecture, on dit c'est une fonction qui retourne une autre fonction. Mais pour l'application, on va appliquer A en premier. Ensuite, on va se retrouver avec une fonction B vers C. Ensuite, on va appliquer le B. Et finalement, on aura la valeur finale, le C. C'est comme ça. Ça, c'est comment dire? Ça, c'est d'appliquer une valeur à une fonction. Le query, ça c'est quelque chose qu'on va entendre souvent, c'est une technique qui consiste à prendre une fonction qui prend deux paramètres et les transformer en une fonction qui prend un paramètre à la fois. Donc là, il y a une petite implémentation en dessous. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser dans un playground. Et ça, c'est très utile. Des fois, on a des configurations à faire. Imaginons dans votre application, alors ça c'est un exemple assez simple.
Imaginons vous ajoutez tout le temps 5 et vous prenez l'opérateur plus parce que l'opérateur plus, il est de type int, euh, int, int. Du coup, si vous savez tout le temps que vous allez faire des opérations avec 5, ben vous pouvez query, ce qui fait ça transforme cette fonction le plus en quelque chose comme ça. Et du coup, vous appliquez le 5. Donc, vous savez que à chaque fois, vous vous retrouvez avec une fonction qui dit add 5 to. Il vous reste un dernier paramètre à appliquer, le 10. Et quand vous appliquez le 10, comme le 5 il est déjà queried, vous avez 15. Une fonction, comme on a vu pour la stack, c'est aussi un contexte. Et la fonction map peut être définie pour une fonction aussi. Parce que si on prend l'exemple de l'arrêt, on va dire que c'est un générateur d'éléments. Un arrêt de int, ça va nous générer des éléments si on l'accède via un index. Une stack, c'est pareil. Si on pop des éléments, on aura des éléments contenus dans ce stack. Donc, c'est des générateurs. Une fonction, c'est pareil. On a des entrées et ça génère des valeurs en sortie. Du coup, si on se plug sur la sortie, on peut transformer ces sorties en d'autres choses. Ce qui fait qu'on peut définir un map. Alors, là, c'est assez compliqué, ce syntaxe. Ça, c'est notre fonction. Comme on avait dit, hein, on avait dit que pour map, il faut une fonction de transformation, donc A vers B. Et on va transformer une fonction qui prend en entrée E et qui retourne des A, pardon. On va transformer ça en une fonction qui prend des entrées A et qui retourne des B. Je vais dessiner parce que c'est plus facile de dessiner si on n'a jamais vu du Swift. Donc, on a E vers A. Ça, c'est notre fonction fournie. Et on a une façon de transformer des A vers des B. Donc, comme j'ai des A en retour, je n'ai Chine avec la fonction F qui va me, je le fais ici, qui va prendre des A et qui va retourner des B. Et comme ça, c'est commun, la composition fait que on a des fonctions de E vers B. Non, c'est pas la bonne façon. Est-ce que c'est... Je suis désolé, mais c'est sans... Si vous n'avez jamais vu du Swift, ça peut être compliqué à comprendre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas vu. Je vais... Alors ça, c'est très important de comprendre. Euh, donc là, j'ai un peu simplifié, mais si ça reste toujours compliqué, n'hésitez pas. À la fin, vous allez me poser des questions sur cette partie. Ça, là, je suis en train d'expliquer la composition. Ouais. Alors, pourquoi prendre la peine pour étudier les type systems, donc de comprendre le type, pourquoi limiter les exécutions possibles des fonctions, pourquoi limiter le scope des types. Pourquoi pas faire comme en C, par exemple? On avait des enums qui étaient basés sur des entiers et laisser libre champ à plugger plusieurs valeurs. Et ça complexifie le code parce que si quelque chose qui peut avoir que 2, 3 ou 4 choix, si on le back avec un int, ben, les tests sont plus difficiles à écrire. Pareil pour les fonctions. Si une fonction fait 10 000 choses alors qu'elle est censée faire que 2 ou 3 choses, ben, c'est encore une fois plus compliqué à tester. Et ça représente très peu la réalité des choses. Donc ça, c'est la raison que j'évoque. Ça, c'est la principale raison pourquoi en programmation fonctionnelle, on est très pointueux sur le type, sur comment on va définir nos types, nos fonctions et tout le reste, la structure de nos données. Donc,
Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que les autres slides un peu, ouais, ça concerne plus Swift. Si vous avez des questions, je prends des questions. Je pense que c'est mieux que si vous avez des questions, j'explique avec des schémas. Adrien, quelqu'un? Et est-ce qu'on a des questions pour Rajiv? Donc déjà, merci, hein, Rajiv, hyper instructif. Ça m'a fait du bien de retourner un peu, d'avoir l'impression de retourner à l'école pendant une demi-heure. Merci, Rajiv. Est-ce que quelqu'un a une question ou des questions pour Rajiv sur l'un des sujets? Ça fait pas mal de choses. Non, personne. C'est tellement clair, Rajiv, que tu vois. Non, mais alors, moi, je vais vous dire le retour que j'ai eu, même quand j'avais fait ça pour Cocoa Heads en Swift. Il y a beaucoup de gens qui sont contre, ils pensent que être pointueux sur les types en Swift ou sur le nombre de fonctions, c'est une perte de temps parce que c'est pas quelque chose qui est, qui est très utilisé dans la programmation orientée objet. Ça, c'est le retour que j'ai eu. Ils pensent que ça sert à rien, on code, on fait du Swift comme on fait dans un langage, comme en Java, comme en C, comme en C++. Mais je sais pas, vous, quel est votre point de vue? C'était quoi la question, Rajiv? Moi, je voulais savoir quel est votre point de vue d'avoir un langage fortement typé où on commence à se faire, on analyse les types, c'est-à-dire que si je prends l'exemple, alors je connais très peu JavaScript, mais je vais tenter le coup. En JavaScript, on a des objets qui sont un peu, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut mettre tout ce qu'on veut dans un objet, alors que en Swift, un objet est clairement défini. Un dictionnaire, c'est soit j'ai un dictionnaire de string vers des entiers et je ne peux pas mettre des valeurs de type float ou autre chose dans un dictionnaire. Ça, c'est interdit en Swift, mais qu'est-ce que vous en pensez, les autres développeurs, enfin, sauf si vous utilisez d'autres langages. Vous pouvez parler directement, ce sera plus simple. Christophe, j'ai l'impression que tu es en train de réagir. Ouais, complètement. Moi, perso, je suis pour les types, hein, même en fonctionnel. En fait, ce que je disais, c'est que ça constitue, les types permettent d'auto-documenter le code. Un code typé est toujours plus facile à lire, plus facile à comprendre, on perçoit mieux le métier et l'intention du développeur lorsqu'il a écrit le code. Donc, c'est pas une entrave, mais au contraire, une aide précieuse. Et grâce à des types aussi, je disais qu'on peut faire en quelque sorte de l'analyse dimensionnelle, c'est-à-dire que pour intuitivement, ça peut nous aiguiller sur l'implémentation, en fait. Quand on sait qu'on a telle donnée en entrée et qu'on veut telle autre donnée en sortie, ça nous donne déjà un indice sur ce qu'on veut faire. En physique, par exemple, l'analyse dimensionnelle permet de retrouver des formules intuitivement, même si on ne les a plus par cœur. Ok. Merci. Après, je ne sais pas ce que d'autres en pensent, mais... Pour compléter ce que tu disais, Rajiv, sur JS, c'est vrai que je pense que c'est un manque, en tout cas ce typage faible, c'est un manque qui est ressenti par beaucoup, et d'où la vague qui est en cours. Et qui effectivement vient apporter cette documentation, comme le disait Christophe, mais aussi voilà, un truc intégrer, même en tant que conception. Et ouais, je pense que si le JS se tourne vers le typage, d'abord par Flow, puis TypeScript qui a vraiment pris maintenant, c'est effectivement pour ces raisons-là. Donc, que ce soit en fonctionnel ou en objet direct. Je ne sais pas si ceux qui font du TypeScript sont d'accord ou pas d'ailleurs, mais ou ont des choses à ajouter. Je suis d'accord avec ce que tu dis, ouais. Bon, une porte ouverte, c'est fini, hein, mais pour relier le sujet Swift, Swift et JS. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions, remarques? Moi, j'ai peut-être une question qui est plus globale. Est-ce que ça vous donne envie d'une deuxième partie?
que là, on a eu un arrêt de Rajiv sur sa présentation, mais je pense qu'on était tous bien dedans. Voilà. Est-ce que déjà, Rajiv, il y a encore de quoi faire une deuxième partie il y a un autre moment? Et si oui, est-ce que en chaud ou pas? Peut-être le format devrait changer. Un peu plus de live coding, si, je sais pas s'il y a une demande. Ah, pourquoi pas. Bah, écoutez, n'hésitez pas en tout cas. En tout cas, moi, je serais intéressé par une autre partie, en tout cas, pour ma part. Et quitte à voir, comme disait Rajiv, sur un format, peut-être plus de live coding, peut-être de l'application directe de ce qu'on a vu en partie aujourd'hui, peut-être voir un peu plus de Swift en direct, ça peut être cool. Mais, Je peux tenter un truc là en live, ce dont je parlais. Donc, l'opérateur que j'ai overloadé dans cette ici. Donc là c'est des fonctions, comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser en prod, mais pour concevoir nos API. Imaginons qu'on veut définir une personne en train de parler à un PO ou à quelqu'un du back-end. Il va nous dire, tu vas recevoir quelque chose de type personne. Et il va nous dire, une personne a un âge, et, donc le et c'est la multiplication, et un nom. Donc on a ça à écrire des choses comme ça. Et ça nous permet déjà d'avoir le type. Alors, le playground, il n'aide pas trop, mais si on étend, on va voir que ça, juste en écrivant ce qu'il dit mot à mot et en utilisant le bon opérateur, on sait qu'on doit avoir un pair ou un tube ou quelque chose d'autre. Par contre, s'il remplace ça par un plus, on sait que c'est soit, il dit, l'objet que tu vas recevoir, c'est un objet qui contiendra soit un entier, soit un string. Ben, le tâche système va nous dire, ben, il faut partir sur un enum. Donc, c'est des choses comme ça. Peut-être s'il y a une deuxième partie, je vais essayer de creuser. Non, c'est tout. Ok. Bon, bah, s'il n'y a pas plus de questions, on va peut-être s'arrêter là et on va voir du coup. On voit qu'il y a des retours effectivement sur peut-être une deuxième partie du live coding, un mélange. Donc, on va voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut vous proposer. Voilà, on va voir ça en off avec Rajiv. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas aussi par rapport au format, voilà, cette fois-ci d'être sur Merci. Meet. Ça donne Merci. plus d'interaction pour la fin, pour les questions, qui est un peu plus ce qu'on veut d'un BD. Donc, à voir. On vous met le replay aussi très bientôt, le temps de juste faire un mini montage, etc. Et puis, on le met sur YouTube dans la playlist, que vous puissiez soit le retrouver, soit le partager, soit que ceux qui n'ont pas pu venir puissent la voir. Et puis voilà, encore merci à Rajiv, merci à tous d'avoir pris sur votre déjeuner. Bonne app pour ceux qui n'ont pas mangé. Et puis à bientôt. Et donc le mois prochain, à prévoir, mais un BBL qui sera plutôt à 18h, un BBL montréalais, et on retourne sur du JS et du back-end notamment, normalement. Voilà, donc on en parle assez rapidement. Merci à tous.